Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les conservateurs veulent forcer la tenue d'un vote de censure envers le gouvernement Trudeau en raison de son refus d'abolir la taxe sur le carbone. Les troupes de Pierre Poilievre espèrent ainsi provoquer la chute du gouvernement libéral minoritaire. Mais la démarche a très peu de chances de réussite puisque le Bloc québécois a annoncé son intention de ne pas l'appuyer. Là-dessus, je retrouve nos analystes, Gilles, Marc-André, Marie et Farouk qui est de retour. Alors, bonjour à vous quatre. Bonjour, Esther. D'abord, sur ce vote de censure des conservateurs, Farouk, d'abord, est-ce que c'est une stratégie payante pour les conservateurs, justement? Écoutez, Esther, il y a quelques années, il y avait un médicament au Québec qui avait une publicité avec un slogan « Là où ça fait mal ». Et je crois que c'est à propos en ce moment-ci avec la taxe sur le carbone. M. Poilievre a identifié maintenant depuis quelques mois, sinon des années, une faiblesse libérale, la colère des gens face au coût de la vie aussi y est pour beaucoup. Alors, M. Poilievre essaie toujours de mettre de l'avant son contraste principal avec le gouvernement, c'est-à-dire que lui, s'il est élu premier ministre, abolirait la taxe sur le carbone. Ça donne que tous les autres partis représentés à la Chambre de communes sont de l'autre bord de cette politique-là. Donc, pour lui, c'est beau jeu d'être le seul sur ce côté-là de la patinoire et il utilise tous les outils qu'il a pour le mettre de l'avant. Évidemment, le gouvernement ne tombera pas avec cette motion-là, mais on en jase. Oui, effectivement. Marie, on sait qu'il y a 7 provinces qui sont pour annuler la hausse à compter du 1er avril, y compris Terre-Neuve qui est dirigée par un gouvernement libéral. Est-ce que Justin Trudeau va devoir faire un compromis comme il l'a fait avec le mazout, vous pensez? Ouais, sincèrement, il n'y a plus rien qui me surprend avec ce gouvernement, mais je voyais que Justin Trudeau, il a affirmé qu'il est trop facile pour un gouvernement de reporter des mesures qui sont destinées à la lutte contre les changements climatiques, mais il le fait pour le mazout. Donc, est-ce qu'il va faire un calcul politique qui pourrait prendre le pas sur ses convictions climatiques? C'est pas impossible. Puis là, on est vraiment... Pierre Poilievre le joue vraiment comme ce qu'on appelle un wedge issue dans une campagne électorale, de voir qu'est-ce qui va pouvoir faire pencher le vote d'un côté ou de l'autre. Donc, je pense que c'est tout simplement un calcul qui va être fait par M. Trudeau dans l'ensemble des provinces. Bon, on sait que le Québec, ça vient moins jouer, mais je ne serais pas surprise qu'il y ait une réflexion qui soit faite de son côté à ce niveau-là. Gilles, Marie le dit, on sait que la taxe carbone, ça touche pas vraiment le Québec, mais quand même, est-ce que c'est un débat qui résonne auprès des Québécois? Je pense pas que ça résonne tellement. Ça touche pas le Québec ni la Colombie-Britannique. Or, sur ça, dans un débat des chefs, par exemple, j'imagine qu'Yves-François Blanchet va lui demander de nous démontrer comment ça touche le Québec, là. Et quand il parle d'inflation, une économiste comme Mme El Gabri au Journal de Montréal, qui est plutôt de droite et favorable au Parti conservateur, disait que ça comptait pour 0,01% de l'inflation, ce qui est très peu. Alors moi, j'aimerais qu'on calcule combien coûte la taxe carbone dans l'ensemble du Canada et combien coûtent les subventions aux pétrolières dans l'ensemble du Canada. Et là, M. Poilievre pourrait faire épargner beaucoup d'argent aux Canadiens ou aux Québécois en suspendant ces subventions aux pétrolières qui font pas pitié, lui, il n'a pas besoin. Oui. Marc-André, quand même, les conservateurs sont en hausse au Québec. Est-ce que c'est un débat qui affecte le Québec, vous pensez, qui a un effet au Québec? Peut-être pas directement sur la taxe sur le carbone, mais je pense que sur le dossier plus large du coût de la vie, là, qui est vraiment martelé par M. Poilievre. Et là-dedans, on pourrait même rentrer également la crise du logement. Fait que je pense que même si les gens ne sont pas touchés directement au Québec par la taxe sur le carbone, parce qu'on a notre système différent ici au Québec, probablement que ça résonne d'une certaine façon parce que les gens voient M. Poilievre parler du coût de la vie, que les gens ont de la difficulté à l'épicerie, payer leur loyer, payer leur hypothèque, les taux d'intérêt qui sont toujours hauts. Fait probablement qu'il y a d'un sens plus large, les gens se sentent interpellés par le discours de M. Poilievre. Revenons maintenant sur la motion du NPD sur la Palestine, motion qui, comme on le sait, a été fortement amendée par les libéraux. Farouk, est-ce qu'on peut parler d'une réussite pour le NPD? Oui, je crois que oui. Une autre avancée pour le NPD utilise un peu son pouvoir de négociation qu'il a en maintenant les libéraux au pouvoir pour aller chercher des gains.
Ce qui a été un peu moins... Évidemment, ça divise aussi les libéraux. On a vu avec le député House Harder qui est en réflexion. Donc, c'est aussi habile aussi de s'aimer un peu la bisbille dans le camp adverse. Il y a un côté qui a été un peu moins commenté, je crois, c'est que le NPD, lui aussi, a recentré sa position en acceptant les amendements des libéraux. Et donc, eux aussi peuvent maintenant se présenter en partie beaucoup plus mainstream sur la question auprès de l'électorat, qui auparavant était beaucoup plus identifié à un côté ou à l'autre. Oui. Marie, est-ce que vous pensez que Anthony Housefather va quitter finalement le caucus libéral? Ça fait plusieurs fois qu'il menace de le faire. Oui, chose certaine, Esther, il aurait le luxe de le faire. Il aurait même le luxe à mon avis, de se représenter comme candidat indépendant puis être élu parce qu'il a un appui très fort, personnel dans sa propre circonscription. Mais chose certaine, ce qu'on sent bien, c'est qu'il se sent pas respecté par son caucus, par sa propre équipe. On voit bien que non seulement, il voulait que son gouvernement vote contre la motion, même une fois amendé, on sent qu'il s'est senti bousculé parce qu'il mentionnait, la quinzaine d'amendements qui est arrivé quelques minutes avant le vote, donc il s'est senti bousculer sur un enjeu très sensible. On voit qu'il digère pas non plus le fait que sa propre équipe a ovationné debout l'adoption de la motion, donc on le sent extrêmement heurté de tout ça. Donc je pense que quand on se sent plus bien dans une équipe, c'est pas anormal d'avoir ce genre de réflexion-là. Il faut pas perdre de vue non plus le contexte politique où les libéraux, sont en très mauvaise posture dans les sondages. Donc peut-être que c'est une porte de sortie opportune qui va alimenter davantage sa réflexion, là. Marc-André, est-ce que M. Housefather pourrait se présenter avec les conservateurs? M. Housefather, au cours des dernières heures, a ouvert la porte justement peut-être à joindre les rangs conservateurs. D'un autre côté, ça va d'abord, est-ce que M. Poilievre, est-ce que l'équipe conservatrice voudrait l'acquérir dans son équipe? Il y a toujours des risques, des gens qui traversent la Chambre comme ça. On se rappellera l'automne 2018, la libérale Léona Aleslav avait traversé chez les conservateurs. C'est une greffe qui avait quand même plutôt bien fonctionné à ce moment-là. Elle avait été bien accueillie dans le caucus conservateur. Mais est-ce que l'ensemble des joueurs de l'équipe conservatrice sont prêts à l'accueillir? Probablement que présentement, dans l'entourage de M. Poilievre, on est en train de peser le pour et le contre d'accueillir un député libéral dans leur rang. Gilles, est-ce que cette motion, ça va laisser des traces selon vous? Peut-être chez les libéraux, mais il y a tellement de développements qui peuvent se produire dans cette crise entre Israël et la zone contrôlée malheureusement par le Hamas. Par exemple, les États-Unis aujourd'hui viennent d'exiger un cessez-le-feu. C'est un développement majeur. Est-ce que Netanyahou sera encore là dans quelques mois? On ne sait pas parce qu'il y a une opposition très forte en Israël, des manifestations dans les rues. C'est impossible dans des pays où les islamistes sont très forts. Une manifestation d'une rue à Téhéran, vous ne sortez pas vivant le soir. Alors, il y a une démocratie en Israël. Il y a du colonialisme en Cisjordanie, certes, mais à l'intérieur d'Israël, on peut manifester contre le gouvernement. Il peut se produire énormément de choses d'ici ce temps. Et moi, j'espère que finalement, ça se terminera par une reconnaissance de la solution à deux États et sans le Hamas, qui est un groupe terroriste. Oui, mais entre-temps, ça risque de laisser des traces. Parlons maintenant de cette entente sur les transferts en santé. Le Québec qui demandait 6 milliards par année, il va finalement recevoir 900 millions. Marc-André, est-ce que ça démontre les limites de la stratégie nationaliste de François Legault? Clairement, on voit que depuis que le Parti québécois est revenu en force dans les intentions de vote, ça place M. Legault dans une position extrêmement difficile pour lui, ancien péquiste lui-même, ancien souverainiste, présentement qui met l'option de l'indépendance du Québec au sein du Canada sur la glace. Mais M. Saint-Pierre Plamondon a bien joué ses cartes au cours des dernières semaines, autant sur l'immigration que sur les transferts en santé. Oui, M. Legault peut dire qu'il arrive avec un gain, une entente, mais le 900 millions, c'est 6 fois moins que le montant que le Québec, M. Legault demandait
au fédéral. Donc, ça va être à revoir là, pour M. Legault au cours des prochaines semaines. Déjà, là, cette semaine, M. Saint-Pierre Plamondon, gonflé là, par un nouveau sondage, affirme léger, dit que la prochaine question de l'urne là, pour la prochaine campagne, qui est en 2026, qui n'est pas pour demain matin, c'est également la séparation du Québec, l'indépendance, l'avenir du Québec au sein du Canada. Donc, M. Legault là, va devoir peut-être réécrire un peu là, sa stratégie pour se rendre en 2026, parce qu'il aurait voulu là, probablement un Parti québécois beaucoup plus faible pour garder le vote nationaliste, mais présentement, il y a beaucoup de nationalistes québécois qui retournent là, au Parti québécois. Marie, qu'est-ce que vous en pensez? Si je peux rebondir sur ce que Marc-André vient de mentionner, François Legault, je ne sais pas s'il doit réécrire sa stratégie ou tout simplement en avoir une, parce que je la cherche encore personnellement entre ces différentes interventions. Mais chose certaine, l'enjeu des transferts en santé, effectivement, François Legault essaie de démontrer ça comme un gain en disant, bon, oui, on a réussi, on a juste le 6e de ce qu'on avait demandé. Ça, il ne mentionne pas trop, mais il met beaucoup l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de fil qui est attaché aux 10 chèques, là. Donc, il n'y a pas de conditions qui sont demandées par le fédéral. Mais je veux dire, il faut quand même pas perdre de vue que ça a pris 1 an à avoir ce chèque-là. C'est à des années-lumière des montants qui étaient demandés non plus. Donc, c'est sûr que ça donne beaucoup de gaz à Paul Saint-Pierre Plamondon, au Parti québécois, pour continuer de mettre des briques dans le mur de l'indépendance et de la souveraineté et de continuer d'alimenter ce discours sur le fait que la seule voie possible pour le Québec, pour avoir ses pouvoirs, pour être autonome, c'est la voie de l'indépendance. Et ça remet la question du référendum de l'avant. Et ce qui est particulièrement ironique, c'est que en 2018, quand François Legault est arrivé au pouvoir, moi, j'étais encore en campagne électorale à l'heure actuelle contre lui et je regardais le genre d'éléments qu'il mettait de l'avant et il accusait Philippe Couillard, à l'époque premier ministre du Québec, de brandir la menace référendaire. Et je trouve ça quand même ironique de voir que 6 ans plus tard, finalement, c'est lui qui ressort un peu ça contre son adversaire, Paul Saint-Pierre Plamondon. Farouk, autre demande du Québec, le rapatriement de tous les pouvoirs en immigration. Sans surprise, ça a été une fin de non-recevoir. Qu'est-ce qui reste comme option au Québec? Oui, M. Legault se fait dire des non, 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 donc il faudra qu'il revoie un peu sa stratégie. Dans sa dernière rencontre, il laisse la porte ouverte à des comités de travail avec le fédéral, donc on va voir où c'est que ça va mener. Mais en bout de ligne, M. Legault devrait profiter que le Parti québécois soit en tête pour utiliser cet argument-là avec ses homologues fédéralistes et à Ottawa en disant, si vous négociez pas avec moi, ben vous allez négocier avec des séparatistes. Fait que vous êtes mieux de me donner ce que je veux. En contrepartie, M. Legault ce serait bien pour lui de refaire un front commun sur les demandes qu'il veut aller demander à Ottawa, réunir toute la société civile et attacher tout le monde comme du monde et aller à Ottawa et demander ses pouvoirs. Gilles, qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un référendum sur l'immigration? Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que l'immigration, les lois internationales font en sorte qu'il faut être un pays. Or, il faudrait être un pays. Alors, c'est ça la vraie question. Et là, à ce moment-là, tu as tous les pouvoirs, dont celui de l'immigration. À l'intérieur du Canada, il y a certains pouvoirs qu'on est censé avoir comme en santé, mais qu'on n'a pas en raison du pouvoir fédéral de dépenser. Et ça, le NPD puis les libéraux en profitent largement. Or, un référendum sur l'immigration serait du temps perdu parce que ça prend un pays pour avoir tous les pouvoirs en immigration. Un mot en terminant sur les nombreux hommages à Brian Mulroney cette semaine. C'est au tour des Québécois de lui rendre hommage à Montréal. Gilles, je vous ai vu à la Chapelle Ardente ce matin. Pourquoi c'était important pour vous d'y aller? Parce que c'était un homme convaincu, c'était un homme d'État. C'était un adversaire politique, mais pas un ennemi. On est en démocratie. Alors, j'ai du respect pour lui. Et il y a de grands dossiers qu'il a pilotés. Je pense à la TPS, qui est un plus, on le réalise aujourd'hui. Le libre-échange également. Pour l'environnement, en luttant contre les pluies acides. Et finalement, peut-être sur la scène internationale, sa plus grande victoire, d'avoir dénoncé l'apartheid, d'avoir affronté Reagan et Thatcher. Et Mandela lui en a été reconnaissant. Donc, je pense que malgré les différends qu'on peut avoir avec nos adversaires politiques, il faut honorer ceux qui se sont tenus debout et qui étaient des gens convaincus de leurs idées et qui ne les ont pas cachés, mais les ont affichés clairement, sans jouer du populisme comme on voit trop souvent aujourd'hui. Marc-André, qu'est-ce que vous retenez de cette vague de sympathie
à l'égard de M. Mulroney? Ben, que M. Mulroney, Esther, est un grand homme d'État qui a réussi à unir des gens de toutes les fractions politiques, de tous les horizons. Et c'est ces gens-là qu'on voit défiler, qu'on a vu défiler à Ottawa, qu'on voit défiler actuellement là, pour les prochains jours du côté de Montréal. C'est un grand qui a marqué le Québec, qui a marqué le Canada, puis qui mérite amplement là, l'ensemble des hommages qu'on voit actuellement. Marie, est-ce qu'il y a un leader de sa trempe aujourd'hui? Bon, je pense pas qu'il y a un politicien actuel qui pourrait prétendre avoir un héritage aussi important que celui de M. Mulroney. Toutefois, je pense que les politiciens auraient tout à fait intérêt à s'inspirer non seulement de la force de ses convictions, mais aussi justement de sa capacité à construire des ponts au-delà des allégeances politiques. C'est pour ça que ce matin, justement, on voit à quel point il est aimé, à quel point il est respecté aussi, non seulement par ses proches, mais par ses adversaires. Et je pense que c'était un contexte qui était différent, mais bon, c'est sûr que maintenant on est dans un contexte où l'aspect des nouvelles en continu parfois vient teinter prendre le pas sur les convictions de plusieurs politiciens, alors qu'on voyait bien comment Brian Mulroney, contre vent et marée, avec le vent contre lui, souvent a décidé de poursuivre ses actions, là. Farouk, le mot de la fin sur M. Mulroney. Oui. En politique, on dit souvent que c'est un sport d'équipe, mais quand on est en haut de la pyramide et qu'on est tout seul en bout de ligne à prendre une décision, M. Mulroney se rappelle que les grands hommes politiques et les grandes femmes politiques peuvent faire la différence avec les décisions qu'elles prennent en bout de ligne, eux, devant leur miroir. Et tous les dossiers sur lesquels, les grands dossiers que M. Mulroney a touchés, aujourd'hui, ça affecte le Canada grandement. Et bravo à un géant de notre politique. Merci à vous quatre. À la semaine prochaine, à la prochaine Merci. plutôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.